Bonjour à tous, une vidéo sur l'activité partielle. Alors attention, traduisez bien activité partielle, chômage partiel, chômage technique, c'est la même chose. Alors je vais développer ceci dans le cadre des nouvelles dispositions qui sont applicables durant la pandémie, c'est-à-dire durant la période de mars, avril et mois suivants 2020. Alors au sommaire, les principes de base, la retenue sur salaire et l'indemnité d'activité partielle. C'est-à-dire sur le bulletin de paye, vous allez avoir tous les éléments de la paye, bien entendu, salaire de base, prime et autres. Vous aurez ensuite une retenue sur salaire qui sera compensée par une indemnité d'activité partielle. Tout ceci donnant le salaire brut. Puis nous verront les cotisations, la CSG-CRDS et l'impôt sur le revenu qui s'appliquent sur cette indemnité. Le revenu mensuel minimum, qui est une garantie pour le salarié qui est rémunéré au SMIC, l'objectif étant qu'il n'y ait pas de perte de salaire. Ensuite, nous verrons l'allocation qui est versée à l'employeur par l'État. Alors attention, dans cette vidéo, je développe surtout l'aspect calcul des salaires. Pour plus d'informations sur la législation et la mise en œuvre de ces dispositifs, voyez le site du gouvernement ainsi que les vidéos qui sont associées, qui sont d'ailleurs très bien faites. Alors je vais commencer par les situations. La situation du salarié d'abord. Le salarié qui est placé en activité partielle reçoit une indemnité qui est versée par son employeur, donc c'est un maintien de salaire, à l'échéance habituelle de la paye. Cette indemnité correspond à 70% de sa rémunération brute horaire, soit environ 84% de son salaire net habituel. Donc déjà une perte de salaire. À noter qu'une convention collective peut prévoir une indemnité qui serait plus favorable pour le salarié. C'est le cas aussi de l'employeur qui peut favoriser le salarié. Les heures supplémentaires ne feront pas l'objet d'une indemnisation par l'employeur, sauf disposition plus favorable d'une convention collective ou de la volonté de l'employeur. Un exemple, je prends le cas d'une fermeture de l'entreprise durant 2 semaines en mars 2020, et ce pour un salarié dont le contrat de travail serait de 39 heures par semaine. Le maintien de salaire par l'indemnité d'activité partielle sera calculé sur 35 et non pas sur 39. Donc une perte pour le salarié de 4 heures par semaine. Vous allez donc avoir sur le bulletin un salaire de base, salaire normal, moins une retenue sur salaire de 2 semaines de 39 heures, donc moins 78 heures de retenue sur salaire, plus une indemnité 2 semaines de 35 heures, c'est-à-dire 70 heures. Vous allez donc avoir une perte de 4 heures par semaine, multipliée par 2 semaines dans ce cas-là, c'est-à-dire 8 heures de perdu pour le salarié. Attention, l'indemnisation n'étant que de 70%, donc une autre perte correspondant au taux d'indemnisation. L'employeur doit remettre au salarié un document qui indique le nombre des heures indemnisées, les taux qui sont appliqués et les sommes qui sont versées, ou alors faire figurer ces éléments sur le bulletin de paye, ce qui est quand même le plus courant. La situation de l'employeur cette fois. Sur le bulletin, il déduira du salaire brut une retenue pour absence, et il va la compenser par une ligne d'indemnité d'activité partielle de 70%. Donc voyez le système, vous avez le salaire de base dans un premier temps, donc le salaire habituel. Vous allez avoir les primes, vous allez avoir une retenue pour absence négative, et vous allez avoir en positif une indemnité d'activité partielle. Tout ceci donnant le salaire brut. Le remboursement de l'indemnité qui est versée au salarié sera assuré par un remboursement de l'État sur une demande mensuelle qui est effectuée par l'employeur. Donc l'employeur se fera rembourser cette indemnité. Cette indemnité d'allocation partielle sera au minimum égal au SMIC net, c'est-à-dire un taux horaire minimum de 8,03 € de l'heure. Donc ça, c'est le minimum de remboursement à l'employeur, et ce, par heure. Le remboursement sera intégral jusqu'à 4,5 SMIC, soit un salaire mensuel de 6 927,39 €. Au-delà, il n'y aura pas pour l'employeur de remboursement par l'État. Comme je l'indiquais dans la diapo précédente, dans le cas d'une rémunération égale au SMIC, l'employeur doit payer l'intégralité du salaire, mais attention, toujours dans la limite de 35 heures. De ce fait, l'indemnité minimale qui a été calculée et fixée par l'État, versée aux salariés, sera de 8,03 € par heure d'activité partielle. Dans le cas d'un temps partiel, le salarié va percevoir au minimum un salaire net qui sera égal au montant du SMIC, mais calculé sur sa durée contractuelle. Donc, s'il a une durée contractuelle par exemple de 24 heures par semaine, il percevra au minimum le SMIC sur 24 heures.
L'apprenti et le salarié en contrat de professionnalisation percevront au minimum leur salaire habituel qui est calculé sur la grille de rémunération de leur contrat. L'activité partielle est un dispositif qui existait déjà auparavant. Donc là, nous étudions les nouvelles règles qui sont normalement temporaires. Alors cela se présente ainsi. Vous avez les anciennes règles, les nouvelles règles. Au niveau de l'indemnisation du salaire, indemnité de 70% du salaire. Donc aucun changement par rapport aux anciennes règles. L'indemnisation du salarié en période de formation durant l'activité partielle, ça peut être le cas si l'employeur décide de faire une formation pendant cette période. Les anciennes règles, l'indemnité était portée à 100% dans ce cas-là au lieu de 70%. Par contre, les nouvelles règles, l'indemnité reste à 70%, mais l'État prend en charge les charges de fonctionnement de l'entreprise. L'allocation qui est versée à l'employeur par l'État. Auparavant, l'État remboursait sur la base d'un forfait horaire 7,74 € par heure. Et ce, en cas d'effectif inférieur ou égal à 250 salariés. 7,23 € en cas d'effectif supérieur à 250 salariés. À présent, le système a intégralement changé. Vous avez un remboursement de l'indemnité qui est versée aux salariés. C'est-à-dire c'est un remboursement intégral, mais ce jusqu'à 4,50 SMIC. Au-delà, il n'y a plus de remboursement par l'État. L'employeur, par contre, lui, a toujours son obligation de 70% du salaire. Le mécanisme a été étendu au niveau des salariés. Auparavant, vous aviez une exclusion des salariés à domicile, des apprentis, des salariés qui étaient au forfait jour ou heure sur l'année, des temps partiels, des employés de maison, les assistantes maternelles, les VRP, les mandataires sans contrat de travail. Tous ces salariés ne bénéficiaient pas de cette activité partielle, ou du moins de cette indemnisation d'activité partielle. À présent, les nouvelles règles, ce sont tous les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail. Mais attention, cela exclut les mandataires qui n'auraient pas de contrat de travail. Voyons à présent la fiscalité, les cotisations sur cette indemnité d'activité partielle qui, je le rappelle, est versée aux salariés. L'impôt sur le revenu soumise en totalité, donc aucune exonération. Les cotisations sociales, vous avez exonération sur les cotisations de sécurité sociale, ainsi que les prévoyances et mutuelles. Mais attention, il n'y a pas exonération au niveau de la CSG. Alors CSG, vous en avez plusieurs. Vous avez la CSG non déductible et la CRDS. Au taux global de 2,90%. Là, vous avez un assujettissement. Donc vous avez bien une cotisation salariale, mais qui est calculée sur la base de 98,25% de l'indemnité d'activité partielle. L'autre CSG, qui est la CSG déductible au taux de 6,80%, alors vous avez remplacement par une autre CSG, mais ce au taux de 3,80%, au lieu de 6,80%. L'assujettissement se faisant toujours sur la base de 98,25% des montants d'activité partielle. Alors, si je résume, vous avez un assujettissement à CSG-CRDS au taux global de 6,70%, c'est-à-dire 3,80% et 2,90%. Et vous n'avez pas d'autres cotisations. Et vous avez l'imposition sur le revenu. Alors, on va partir sur un exemple simple sans complications. Les données de l'exemple, on part d'un salaire de base de 2600 € pour 35 heures de travail hebdomadaire. Retenue salariale de mutuelle 0,60%, patronale 0,80%. Ce ne sont que des exemples. Le mois, il s'agit du mois de mars 2020 qui démarre un dimanche. Date de fermeture de l'établissement, le mercredi 18 mars, donc du 18 jusqu'au 31. Principe de décompte des absences. Les absences se calculent dans cette entreprise du moins en heures moyennes mensuelles, c'est-à-dire qu'on se base sur 151 heures 67. Les calculs de base, vous partez sur un salaire de 2600, donc le taux horaire pour retenue sur salaire, du moins dans notre exemple, 2600 divisé par 151 heures 67 égale 17,142 €. J'ai pris 3 décimales. Le taux horaire pour indemnité d'activité, vous calculez de la même manière, mais sur la base de 70%. Ce n'est pas un maintien intégral. Cela fait 12 €. La durée de mise en chômage à partir du mercredi 18 mars, si vous prenez le calendrier, vous avez 10 jours ouvrés. Multiplié par 7 heures égale 70 heures.
Donc la retenue pour absence, 70 heures fois 17,142 égale 1199,94 qui seront déduits. Donc l'assiette de cotisation par différence avec les 2600, 1400,06. Là-dessus s'ajoute l'indemnité d'activité partielle, 70 heures fois 12 euros, 840 heures. Donc le salaire brut, lui, va correspondre à 1400,06 plus 840 euros d'indemnité. Les cotisations salariales, retraite complémentaire CEG 4,01%. La vieillesse 7,30%, vous totalisez globalement 11,31%. La cotisation patronale de mutuelle, 1400,06 euros, l'assiette de cotisation, sans prendre en compte l'indemnité d'activité partielle, multiplié par 0,8%, c'est un exemple, 11,20 euros. Alors on pourrait se dire, mais à quoi sert ce calcul ? N'oubliez pas que l'assiette CSG-CRDS est calculée sur 98,25% du salaire, plus la part patronale de mutuelle de 11,20 euros. 1400,06 fois 98,25% plus 11,20 euros égale 1386,76. N'oublions pas la CSG sur l'indemnité, qui est calculée donc sur 840 euros fois 98,25% égale 825,30. Et tous ces calculs vont nous servir à l'établissement du bulletin de paye. Alors le bulletin de paye dans sa partie salariale va se présenter ainsi. Vous avez le salaire de base de 2600, vous retirez donc cette retenue de 70 heures fois 17,142, 1199,94, donc cela fait une différence de 1400,06. Et donc les cotisations sociales seront calculées sur ce montant, puisque le reste, c'est-à-dire l'indemnité, est exonérée. Cette indemnité est égale à 70 heures fois 12 euros 840, et cela fait un salaire brut de 2240,06. Au niveau des cotisations, cotisation sociale sur salaire, 1400,06 fois 11,31%, 158,35. Les CSG sur salaire, 1386,76 fois 6,80%, c'est un autre calcul, diapo précédente. 1386,76 fois 2,90%, le deuxième taux, 52,70. Les CSG spécifiques, c'est-à-dire calculés sur 98,25% de l'indemnité, 825,30, donc le calcul diapo précédente, fois 3,80% et fois 2,90%. Retenue salariale de mutuelle, à ne pas oublier, 1400,06, toujours ce montant de salaire en dehors de l'indemnité d'activité partielle, multiplié par 0,6% dans notre exemple du moins, 8,40 euros. Nous totalisons toutes les retenues, 369,04. Le salaire net à payer par différence par rapport à 2240,06 le salaire brut, moins les retenues, 1871,02. Le calcul de la patronale de mutuelle, nous l'avions déjà fait, 11,20 euros, et donc le salaire net imposable, c'est le salaire net à payer. Alors attention, avant le prélèvement à la source, là je n'ai pas inséré de prélèvement à la source, puisque ce n'était pas l'objet, 1871,02, plus les CSG au taux de 2,90%, c'est-à-dire 23,93, et 52,70, et n'oublions pas d'ajouter à ceci la patronale de mutuelle. Rappelez-vous cette formule de calcul. Ça fait 1958,85 euros de net imposable. L'allocation qui sera perçue par l'employeur, il y aura remboursement intégral du montant de l'indemnité partielle, c'est-à-dire 840 euros qui lui seront remboursés. La question qu'on peut se poser, le salaire net habituel est-il maintenu? Non, réponse immédiate, vous avez une indemnité qui n'est que de 70% du montant de la retenue. Alors les données de l'exemple, je vais reprendre le salaire de base 2600. Vous avez toujours retraite complémentaire CEG 4,01%, la vieillesse 7,30%, au total 11,31%. La cotisation patronale de mutuelle dans le cas normal, 2600 fois 0,80%, 20,80. L'assiette CSG-CRDS au taux normal, 2600 fois 98,25%, plus les 20,80 euros de cotisation patronale de mutuelle. Cela fait 2575,30 euros d'assiette de calcul.
Le bulletin en période normale se calculera donc ainsi: un salaire de base de 2600, des cotisations 11,31% sur la base de 2600, 294,06, la CSG CRDS sur l'assiette que nous avons calculée en diapo précédente fois 6,80% et fois 2,90%. La retenue salariale de mutuelle du moins dans notre exemple 0,60%, le total des retenues 559,46, donc un salaire net à payer de 2040,54 €. Le salaire net perçu en cas d'activité partielle que nous avions calculé était de 1871,02. Il en résulte donc une perte pour le salarié qui est égale à la différence, soit 169,52 € dans ce cas précis bien entendu. La question qu'on va se poser à présent, qu'en est-il du salaire du mois d'avril en cas d'un confinement intégral, c'est-à-dire le salarié n'est pas présent durant le mois? Je reprends donc les données de l'exemple précédent: un salaire de base de 2600, le taux horaire pour indemnité d'activité 12 €, le taux horaire de retenue sur salaire 17,142 € et un total de cotisation salariale qui est de 11,31% hors mutuelle, prévoyance et CSG. Les calculs du bulletin en sa partie salariale vont se présenter ainsi: 2600, une retenue pour réduction d'horaire de 2600, l'indemnité d'activité partielle 151,67 multiplié par le taux qui est de 12 €, 1820,04, cotisation sur salaire exonération, par contre vous avez une CSG spécifique de 3,80% sur 1820,04, cela fait 67,95. Une CSG CRDS non déductible de 2,90%, 51,86, donc un total de retenue de 119,81. Vous faites la différence, vous obtenez le salaire net à payer qui est de 1700,23. Le salaire habituel tel que nous l'avions calculé auparavant, 2040,54, cela fait donc dans ce cas une perte de 340,31 €. Alors à présent, nous allons voir comment calculer l'activité partielle sur le SMIC pour lequel il ne doit pas normalement y avoir de perte de salaire. Alors avant d'aller plus loin, il faut que je vous donne une précision. La CSG CRDS sur l'indemnité d'activité partielle, normalement, son taux est de 2,90% pour la partie non déductible et 3,80% pour la partie déductible. Vous totalisez, cela fait 6,70% calculé sur 98,25% du montant d'indemnité. Oui, mais une particularité. En cas de salaire brut, sous déduction des retenues salariales, qui serait inférieur au SMIC brut et non pas net, au SMIC brut, c'est-à-dire 1539,42, donc je traduis, si le salaire net est inférieur à 1539,42, dans ce cas-là, l'indemnité d'activité partielle est exonérée en totalité de CSG CRDS, ce qui veut donc dire que dans ce cas-là, il n'y a plus aucune cotisation. Il n'y avait déjà pas de cotisation sociale et il n'y aura pas de CSG CRDS. Donné du cas que nous allons traiter un salaire de base de 1539,42, donc le SMIC, l'horaire collectif est de 35 heures, activité partielle à partir du 1er avril intégralement et une mutuelle exonérée pour simplifier. Les calculs vont se présenter ainsi: salaire de base 1539,42, la retenue pour réduction d'horaire 1539,42 puisqu'il n'y a pas eu d'activité. Base de cotisation, il n'y en a pas par différence. L'indemnité d'activité partielle 151,67 multiplié par le minimum qui est de 8,03 € de l'heure, qui s'applique à ce moment, puisque si vous faites le calcul sur la base de 70%, vous aurez un montant de 7,10 €. Donc 8,03 pour suivre les directives gouvernementales. Cela fait 1217,91. Donc le salaire brut 1217,91. Au niveau des cotisations retraite vieillesse, il n'y en a pas. CSG sur salaire, même chose. La CSG CRDS à présent sur l'indemnité d'activité partielle
au taux normalement de 6,70%, et exonération car le salaire net sera inférieur à 1539,42. Donc, dans notre cas, le total des retenues, il n'y en a pas, exonération complète, donc le salaire net à payer correspond au salaire brut 1217,91. Que nous allons comparer avec le salaire habituel. Le salaire de base 1539,42, les cotisations retraite vieillesse au taux de 11,31%, 174,11, CSG CRDS global 1539,42 multiplié par 98,25%, multiplié par 9,70%, c'est-à-dire 2,90 plus 6,80%, les deux taux de cotisation, 146,71, vous totalisez les retenues 320,82, vous faites la différence, 1539,42 moins 320,82 égale 1218,60. Alors comme vous pouvez le constater, nous avons une quasi-égalité entre le salaire qui comporte une indemnité d'activité partielle et le salaire habituel, à quelques centimes près. Alors cette égalité provient du fait que nous avons calculé l'indemnité sur la base de 8,03 € et non pas 70%, comme ça doit être le cas normalement. Ces 8,03 € ont été calculés de manière à obtenir une égalité de salaire et qu'il n'y ait pas de perte de salaire pour une rémunération au SMIC. Alors vous pourriez me dire, ne doit-on pas calculer la retenue sur salaire sur la base des heures réelles et non pas 151,67 €? Donc cette base serait différente selon les mois. Alors vous avez raison, la Cour de cassation préconise le calcul sur une base réelle mais ne l'impose pas. Utiliser ce type de calcul, à mon sens, est en contradiction avec les textes, notamment dans le cas de salariés qui seraient rémunérés au SMIC. Cela ne permet pas, dans certains cas, d'obtenir une stricte égalité, telle que cela devrait être, entre le salaire habituel et le salaire calculé durant le mois d'activité partielle, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perte de salaire pour une rémunération au SMIC. Alors dans cette vidéo, j'ai choisi le calcul sur la base de 151,67 €, mais c'est un choix. Vous avez d'autres auteurs qui choisissent un calcul de retenue sur la durée réelle du mois en cours. Donc 140 ou 147 heures, bissextile ou pas, sur le mois de février, 161 heures éventuellement sur le mois de mars, etc. Alors nous allons voir à présent quelques particularités. Premier point, les primes. Le principe. L'indemnité doit s'aligner sur le calcul de l'indemnisation pour les congés payés, c'est-à-dire les primes qui sont liées à l'activité individuelle du salarié et à ses conditions de travail. Les primes exceptionnelles, le 13e mois, les primes de vacances, les primes dont la périodicité est différente du mois, c'est-à-dire des primes qui sont versées trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Les primes générales attribuées à tous les membres du personnel sans prise en compte du travail particulier de salarié ou de son équipe ne sont pas à décompter. C'est-à-dire que vous faites le calcul sans prendre ces primes. Quelle est la période de prise en compte des primes? Alors si on s'en tient au texte, la règle est celle du maintien de salaire en cas de congé, et non pas la règle du 10e. Le décompte s'applique donc sur les primes du mois précédent. En cas de prime variable, la directe a préconisé la prise en compte d'une moyenne sur les 12 mois précédents. Ces calculs de moyenne d'ailleurs correspondent à certaines décisions de la Cour de cassation. Alors pour exemple, je vais reprendre un cas qui a déjà été traité, mais en ajoutant une prime exceptionnelle de 300 € et une prime de productivité qui serait liée à un travail personnel de 800 €. La période de chômage débute le 18 mars, soit une durée pour le mois de mars de 70 heures. Alors les calculs de salaire brut se présentent ainsi. Vous avez un salaire de base de 2600. L'assiette de calcul de l'indemnité, 2600 plus 800, le travail personnel. Par contre, je ne prends pas en compte la prime. Donc, basé sur un calcul de 3400. Le taux horaire pour l'indemnité d'activité 3400 divisé par 151,67 multiplié par 70%, 15,692 € de l'heure. Le taux horaire de retenue sur salaire 2600 divisé par 151,67 ou la durée réelle. Cela fait 17,142 € de l'heure. À partir de ceci, le calcul du salaire brut. Donc vous avez un salaire de base de 2600, vous ajoutez les primes, 800 et 300,
Vous déduisez la retenue sur salaire, 70 heures multiplié par 17,142 €, cela fait moins 1199,94. Donc le salaire après retenue, 2500,06 €, qui servira de base de calcul de cotisation, puisque le reste est exonéré en dehors de la CSG. L'indemnité d'activité partielle, 70 heures multipliées par 15 692, 1098,44, sur lequel vous allez avoir une CSG de 6,7%, 3,8 plus 2,9. Le salaire brut, 2500,06, plus l'indemnité 1098,44 égale 3598,50 €. Deuxième cas, les heures supplémentaires. Le cas est encore plus complexe pour ne pas dire flou. Le principe, si l'on prend une base de calcul de congés payés, il faut prendre en compte les heures supplémentaires. Je ne l'avais pas indiqué dans la diapo précédente, puisque nous étions sur les primes et non pas les heures supplémentaires. Mais les heures supplémentaires, normalement en congés payés, doivent se rajouter. Alors les questions, comment fait-on? On totalise le salaire de base, les primes, les heures supplémentaires, ça oui, mais il est indiqué que l'indemnité d'activité partielle ne tient pas compte des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'on calcule à partir de 35 heures. Et donc ce type de calcul, en les prenant en compte, revient indirectement à les utiliser dans le calcul. Alors, la réponse c'est oui, il y a une contradiction, c'est net. Mais c'est la règle dans le cas notamment d'un horaire collectif qui serait supérieur à 35 heures par semaine. C'est-à-dire un salarié qui travaillerait par exemple 169 heures pour un certain salaire de base. 3 000 € pour 169 heures par exemple de salaire de base. Alors pour calculer le taux horaire, je divise par 151,67 h ou par la durée collective qui est de 169 heures par exemple. J'ai 3 000 €. Est-ce que je vais diviser par 169 heures ou par 151,67 h? La réponse, 151,67 h. Autre question, je prends quel salaire? Celui qui correspond à 151,67 h, ce qui veut dire qu'il faut refaire le calcul. 3 000 €, l'exemple précédent, correspond par exemple à 169 heures. Donc il faut refaire le calcul pour un salaire qui serait celui sur 151,67 h, ou alors on garde 3 000 €. Les avis sont partagés, ce n'est pas du tout les mêmes résultats. Certains éditeurs prennent en compte le salaire brut, donc 3 000 €, le divisent par 151,67 h et multiplient par 70%. D'autres vont décomposer le salaire de 3 000 € en deux parties. Une partie sur la base de 151,67 h et une autre partie qui correspond à des heures supplémentaires de 151,67 h jusqu'à 169 heures. Et dans les calculs, ils prennent en compte le montant du salaire qui correspond à 151,67 h et non pas les 3 000 €. Et puis, ils le multiplient par 70%. Les résultats sont différents. Je dirais que pour l'instant, on n'a pas plus de précision à ce niveau-là, on est dans l'indécision. En attendant les précisions de l'administration, il faut choisir sa méthode. Autre cas, le salaire des apprentis et contrats de professionnalisation qui sont calculés sur une grille de salaire en pourcentage du SMIC. Le principe, dans ces cas d'alternance, doit avoir un salaire qui est équivalent à celui qui est habituellement perçu. Il ne doit pas y avoir de perte de salaire. Mais le minimum d'indemnisation de 8,03 € ne s'applique donc pas. La vidéo est à présent terminée. J'ai été très long, désolé mais le sujet est complexe et j'ai essayé de traiter l'essentiel. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.